Pokrovsk. Simple nom sur une carte ou véritable épicentre d'un bouleversement géopolitique. Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers cette ville du front sud, là où la guerre semble atteindre un seuil décisif. La chute de Pokrovsk signifie-t-elle une bataille sanglante de plus, ou bien le moment clé qui redéfinit l'équilibre stratégique de la région? Pour bien comprendre l'importance de Pokrovsk aujourd'hui, il faut plonger dans l'histoire des grandes batailles urbaines. Pensons à Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale. Une ville prise dans un étau, où chaque immeuble devient un bastion et chaque rue, un champ de bataille. À l'époque, la chute de la ville russe avait entraîné une série de bouleversements stratégiques de grande ampleur. Pokrovsk incarne aujourd'hui ce même type de point de bascule, mais dans un contexte moderne marqué par la rapidité de l'information, les chaînes logistiques mondialisées et la pression permanente des opinions publiques. Depuis plusieurs semaines, Pokrovsk n'est plus un point anodin. La cité cristallise les tensions extrêmes du front sud. Chaque pas gagné ou perdu pèse sur le moral des soldats et des civils. Les combats urbains s'intensifient, maison après maison, rue après rue, l'étau se resserre, annonçant un sort presque scellé. Pour illustrer, prenons la situation vécue par les habitants de la ville de Marioupol en 2022. Là-bas, des familles entières ont survécu des semaines dans des caves, coupées d'eau et d'électricité, alors que les combats faisaient rage à la surface. À Pokrovsk, le scénario se répète. Chaque immeuble devient un abri précaire, chaque carrefour un enjeu vital. Autour de Pokrovsk, l'encerclement progresse. Chaque heure rend l'issue plus inévitable. Rumeurs, photos, bulletins, chaque information en provenance de la ville est disséquée dans le monde entier. Les chaînes d'infos et réseaux sociaux s'emballent. La prise de Pokrovsk sera-t-elle le choc qui bouleversera la campagne du Sud? Ou une étape de plus dans une guerre qui s'enlise, où même le temps devient une arme? Regardons les conséquences de la chute d'une ville stratégique dans d'autres conflits. À Alep, en Syrie, la prise de la ville par les forces gouvernementales avait marqué un tournant, changeant le visage de la guerre. De même, la prise de Pokrovsk pourrait ouvrir la porte à de nouveaux équilibres de force, ou, à l'inverse, marquer une stagnation coûteuse pour tous les acteurs. Ce qui se joue ici dépasse de loin l'avenir d'une seule ville. Oublier Pokrovsk, c'est risquer de ne pas comprendre la vraie dynamique du conflit. Les équilibres régionaux, la crédibilité des grandes puissances, la stabilité d'un continent entier sont en jeu. Saisir ce qui se joue à Pokrovsk, c'est entrevoir l'avenir de la guerre et les menaces qui pèseront sur notre sécurité collective. Mais comment Pokrovsk en est-elle arrivée à incarner ce point de bascule? Pour comprendre, il faut revenir sur les dernières semaines et explorer les forces en présence. Pourquoi, soudain, tous les regards militaires et politiques se braquent-ils sur Pokrovsk? Ce n'est ni sa taille, ni seulement sa géographie qui explique cet afflux d'attention. En quelques semaines, Pokrovsk s'est imposé comme le centre de gravité du front sud. Carrefour ou ambition tactique, enjeux logistiques et symboles nationaux s'entrechoquent. Dans ce contexte, on peut établir un parallèle avec la ville de Verdun lors de la Première Guerre mondiale. Bien que Verdun ne fût pas la plus grande des villes françaises, elle devint le symbole même de la résistance. Les combats acharnés pour le contrôle de la citadelle avaient pour but de briser ou de galvaniser le moral national. Pokrovsk joue aujourd'hui un rôle semblable, tant sur le plan militaire que psychologique. La carte du front s'est métamorphosée à une vitesse vertigineuse. Hier, Pokrovsk n'était qu'un segment secondaire. Aujourd'hui, c'est un verrou stratégique dont la perte ferait basculer tout l'équilibre régional. Les lignes ukrainiennes, déjà épuisées par des mois d'attrition, cèdent sous la pression méthodique des forces russes. Chaque jour, le cercle se resserre. Les axes d'approvisionnement sont coupés un à un, isolant toujours plus les défenseurs. Pour comprendre la dynamique de l'encerclement, rappelons-nous la bataille de Dien Bien Phu, en Indochine. À l'époque, l'armée française avait vu ses lignes de ravitaillement coupées progressivement, jusqu'à être complètement encerclées. L'histoire a montré que l'isolement d'une position clé peut précipiter l'effondrement rapide d'une armée sur un théâtre entier d'opérations. Ce siège ne ressemble à aucun autre. Pokrovsk commande les principales artères logistiques du front sud. Si la ville tombe,
la capacité ukrainienne à ravitailler et manœuvrer risque de s'effondrer sur toute la région. Mais au-delà des questions de logistique, Pokrovsk cristallise une tension psychologique et symbolique inédite. D'un côté, point de ralliement pour la résistance, de l'autre, obsession de conquête pour l'offensive russe. Les succès tactiques russes, prise progressive de zones industrielles, encerclement de bastions défendus depuis des mois, ont placé l'Ukraine devant un dilemme stratégique redoutable. Parmi les points les plus disputés, le secteur de Dobropolski occupe une place cruciale. S'y accrocher permettrait aux Ukrainiens de menacer les flancs russes et de conserver une tête de pont pour d'éventuelles contre-attaques. Mais chaque unité maintenue là-bas fait défaut à la défense de Pokrovsk elle-même. À l'inverse, ordonner une retraite organisée du saillant de Dobropolski libérerait des forces, mais signifierait céder du terrain vital et accélérer l'encerclement du centre logistique. Pour illustrer, rappelons la défense du saillant de Koursk pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Soviétiques y avaient réussi à transformer un point faible apparent en piège mortel pour l'ennemi, grâce à une planification méticuleuse et une capacité à sacrifier du terrain pour préserver des forces stratégiques. À Pokrovsk, les décideurs sont confrontés à des choix tout aussi complexes. Au cœur de ces choix impossibles, la pression politique monte sans relâche. Le commandement ukrainien reçoit des injonctions claires: tenir coûte que coûte, ne rien lâcher, préserver l'image d'une résilience inébranlable. Le moindre repli est disséqué, débattu, et menace la cohésion de l'armée autant que la stature internationale du pays. Ainsi, le sort de Pokrovsk ne pèse pas seulement sur une ville. Il engage la crédibilité et la capacité de résistance de l'Ukraine tout entière. Pour comprendre la force du symbole, on peut se tourner vers la défense de Leningrad, assiégée pendant plus de 2 ans lors de la Seconde Guerre mondiale. Malgré des pertes humaines terribles, le simple fait de résister devint un point d'ancrage moral et politique pour toute la nation soviétique. Pokrovsk, bien que de taille plus modeste, occupe aujourd'hui ce même rôle de catalyseur national. Sous-estimer ce contexte, ce serait croire à une simple bataille locale. En réalité, c'est la stabilité politique et militaire de toute une région qui vacille au rythme des combats autour de Pokrovsk. Ici, chaque décision, chaque mouvement redessine la carte du rapport de force. Mais comment en est-on arrivé à ce point de bascule? Pour comprendre l'urgence, il faut revenir sur les semaines qui ont précipité Pokrovsk au centre du conflit. Quand la ville devient une nasse, la Voronkoï de Pokrovsk, piège ou baroud d'honneur, depuis des semaines, Pokrovsk est devenu un trou noir sur la carte du Donbass. Tout semble s'y engloutir. Soldats, blindés, tonnes de munitions et surtout, le moral des troupes. Les rues se sont changées en tunnels d'épuisement, où chaque mètre gagné s'obtient au prix du sang, du sommeil et du temps. Pour rendre cette situation plus concrète, imaginez ce que vivent les soldats. Des journées entières sans repos, avec des rotations de combat réduites au minimum. À Stalingrad, les défenseurs soviétiques n'avaient parfois que quelques heures de sommeil par semaine, dormant dans des caves humides entre 2 attaques. À Pokrovsk, la pression est tout aussi intense. Dans les états-majors ukrainiens, le dilemme est cruel. Faut-il s'accrocher à tout prix à Pokrovsk, quitte à sacrifier des milliers d'hommes pour une victoire essentiellement symbolique? Ou bien faut-il préserver les forces restantes, au risque d'un abandon vécu comme une défaite politique retentissante? Chaque option menace l'équilibre fragile du pouvoir à Kiev, sous la pression croissante de l'opinion et des alliés. Les derniers jours ont vu partir discrètement certains bataillons d'élite, redéployés vers l'arrière. Ce sont désormais les nouvelles recrues, mal équipées et peu aguerries, qui tiennent les premières lignes encerclées. Sur le terrain, les poches de résistance s'amenuisent. Quartier après quartier, la ville se morcelle, certains secteurs étant livrés à leur sort, suspendus à une issue qui s'éloigne. Pour illustrer la difficulté d'un tel choix, rappelons la décision prise à Dunkerque en 1940. L'évacuation de centaines de milliers de soldats britanniques et français au prix de la perte de tout le matériel lourd. Ce choix, dicté par la nécessité de préserver la force humaine, avait permis de continuer la guerre malgré une perte stratégique majeure. À Pokrovsk, un retrait ordonné pourrait sauver des vies, mais au prix d'un impact psychologique et géopolitique considérable. La logistique s'effondre.
Les routes sont coupées ou pilonnées sans relâche, des dépôts explosent, les blessés restent sans secours. Les soldats manquent de tout, munitions, nourriture, sommeil. L'hiver approche, et chaque nuit passée dans les ruines ronge le moral. Les désertions se multiplient, la lassitude se transforme en acte de désespoir. Dans des conflits passés, comme en Afghanistan dans les années 80, le manque de logistique a souvent été le facteur décisif de l'échec de positions pourtant tenues avec acharnement. Les défenseurs de Pokrovsk risquent de subir le même sort si les lignes de ravitaillement ne sont pas rétablies. À Kiev, l'équation devient impossible. Il faut tenir pour gagner du temps, espérer des renforts venus d'ailleurs ou un miracle diplomatique. Mais chaque jour de résistance a un prix, 100 vies perdues, une crédibilité qui s'effrite, et le sentiment d'avancer vers l'abîme. La guerre d'usure atteint son paroxysme. Pour les combattants, la résistance systématique signifie des sacrifices humains terrifiants. Pour les dirigeants, chaque perte accroît la peur d'un effondrement politique. Au sein de la société ukrainienne, l'angoisse d'une défaite totale grandit, tandis que l'argent, le temps et la réputation du pays s'évanouissent dans une spirale infernale. Pour illustrer la guerre d'usure, pensons à la Première Guerre mondiale et à la bataille de la Somme. Des mois de combats acharnés pour gagner quelques kilomètres, au prix de centaines de milliers de vies. Les sociétés qui ne parviennent pas à maintenir leur morale et leur cohésion finissent par céder, même si leurs armées tiennent encore le front. À ce stade, la situation à Pokrovsk cristallise toutes les tensions du conflit. Mais d'autres facteurs, plus invisibles, pourraient bientôt bouleverser le cours des événements. Prenons par exemple la dimension internationale. Lors de la guerre du Vietnam, le basculement de l'opinion publique américaine avait eu un impact décisif sur la suite du conflit. Un événement symbolique, comme la chute de Pokrovsk, peut donc peser bien au-delà du champ de bataille, jusqu'à influencer les décisions des alliés et des adversaires. Et si Pokrovsk tombe, qu'adviendra-t-il de tout le front et du fragile équilibre mondial? Cette interrogation brûlante condense l'ampleur des enjeux. Pokrovsk n'est pas qu'une ville, c'est le verrou d'un dispositif où chaque fissure peut entraîner un séisme. Explorons les conséquences, immédiates et profondes, d'un tel bouleversement. Premier risque, la ligne de défense ukrainienne pourrait s'effondrer en cascade. Derrière Pokrovsk, aucune profondeur stratégique significative n'existe avant la grande agglomération Slaviansk-Kramatorsk. Si une brèche s'ouvre ici, la vague de panique pourrait provoquer une fuite désorganisée, forcer des replis désespérés et piéger des milliers de soldats dans des poches mortelles. En quelques journées, l'ensemble du dispositif ukrainien dans cette zone pourrait vaciller, laissant la voie libre à une percée russe presque irrésistible. Pour donner un exemple concret, rappelons la percée allemande à Sedan en 1940, qui avait entraîné l'effondrement du front français en quelques jours. Ce type d'effondrement soudain, provoqué par la perte d'un point clé, reste aujourd'hui une menace bien réelle. La logistique subirait un choc brutal. La perte de Pokrovsk couperait les axes routiers essentiels reliant le front sud-est aux bases de ravitaillement ukrainiennes. Les unités pourraient se retrouver isolées, privées de munitions, de renforts et même de toute retraite. L'histoire militaire l'a prouvé. Une armée coupée de ses arrières, aussi valeureuse soit-elle, devient vulnérable à un effondrement accéléré. Sur le plan industriel, le contraste serait encore plus marqué. La Russie, forte d'une mobilisation industrielle continue depuis plus de 2 années, disposerait enfin d'un point blindé pour lancer une offensive mécanisée massive au cœur du Donbass. A contrario, l'Ukraine dépendrait toujours d'une aide occidentale incertaine. Chaque rupture, chaque ville perdue rendrait la logistique plus risquée et minerait encore davantage le moral des troupes. À l'international, les rapports de force se redessineraient. La Russie pourrait exploiter cette victoire pour renforcer sa position diplomatique et hausser la pression sur l'Occident, arguant d'avoir fait plier l'aide étrangère. L'Ukraine, elle, verrait son pouvoir de négociation s'éroder et risquerait de perdre la confiance de ses alliés comme celle de sa propre population. Ce n'est plus seulement une bataille militaire, c'est une guerre de perception, où l'image et le récit deviennent aussi décisifs que le terrain. Imaginons les réactions possibles des capitales européennes.
une chute de Pokrovsk pourrait susciter des débats intenses sur la poursuite de l'aide militaire ou, au contraire, renforcer la détermination à soutenir l'Ukraine. De telles situations ont déjà été observées lors de la guerre de Corée, où la perte de Séoul avait provoqué des débats houleux à Washington et dans les chancelleries occidentales. Le sort de milliers de soldats, le destin de villes entières et la capacité des États à poursuivre la guerre ou à négocier reposent sur l'issue de cette bataille. Chaque décision, chaque journée pèse lourdement, pas seulement pour les stratèges, mais aussi pour des millions de civils pris au piège de l'incertitude. Pour donner un visage humain à ce drame, pensons à ces familles ukrainiennes qui, comme celle de Sarajevo dans les années 90, vivent au rythme des alertes, du bruit des bombardements et de l'attente angoissée d'une décision qui viendra d'en haut. Sous les coups de la force brute et des calculs stratégiques, la guerre moderne révèle surtout la fragilité, humaine et politique, tapie derrière chaque choix. Au-delà des cartes et des chiffres, ce sont les hommes, leur peur, leur courage, qui écrivent à la suite. Mais comment cette situation explosive a-t-elle pu émerger? Pour le comprendre, il faut retourner en arrière, là où tout a basculé. La véritable bataille, tenir par la stratégie, pas seulement par les armes. Si la guerre fascine encore les stratèges de salon, Pokrovsk leur impose une leçon brutale. Chaque victoire ou défaite naît dans les coulisses, à travers la logistique, la production locale et la gestion du moral. Sous le fracas des canons, c'est une guerre d'approvisionnement, d'endurance industrielle et de résilience sociale qui façonne le sort des armées. Prenons l'exemple de la guerre Iran-Irak dans les années 80. Les deux adversaires ont rapidement compris que la victoire ne dépendait pas uniquement des batailles remportées, mais de la capacité à maintenir le flux des armes, des vivres et des hommes sur des mois, voire des années. Les ruptures logistiques ont souvent été fatales à l'un ou l'autre camp. Rien n'est simple. Chaque obus, chaque pièce détachée, chaque ration doit être produite, réparée, acheminée, redistribuée. Compter sur des soutiens extérieurs ou des chaînes fragiles revient à parier sur la paralysie inévitable. Sans usines opérationnelles, pas de guerre durable, pas de victoire. À Pokrovsk, chaque tir rappelle le prix du socle industriel et humain. Pourtant, la ressource la plus vulnérable, ce n'est ni l'acier ni le carburant. C'est le moral. Quand il s'effondre, ni chars ni drones ne suffisent. La lassitude, la peur et l'incertitude rongent la cohésion, brisent l'initiative, minent la stratégie. La tentation de sacrifier des hommes pour sauver la face menace d'annuler des années d'efforts. Brûler le capital humain ou l'opinion publique, c'est semer les défaites à venir. À cet égard, il est essentiel de rappeler l'importance de la communication et de la gestion des attentes. Lors de la bataille d'Angleterre, Winston Churchill avait su galvaniser la population britannique par des discours sincères et mobilisateurs, préparant la société à des sacrifices nécessaires. À Pokrovsk, la capacité du commandement à dire la vérité et à expliquer les enjeux devient un facteur de victoire ou de défaite. La guerre industrielle revient au centre du jeu. On croyait à l'ère des guerres éclairs, ultra-technologiques, menées par quelques professionnels surentraînés. Mais Pokrovsk ressuscite la mobilisation de masse, l'endurance nationale, le sacrifice des civils, l'économie tout entière enrôlée. Ceux qui mirent sur l'importation découvrent, trop tard, leurs limites fatales. Dans ce contexte, la communication devient une arme à double tranchant. Préparer la société à la perte ou à l'espoir, c'est jouer avec le feu. Annoncer la chute d'une ville peut semer la panique. Promettre des victoires illusoires détruit la confiance. Il faut donc dire la vérité, même dure, expliquer le sens du sacrifice, souder la société autour d'un but clair, gérer l'attente, la douleur, la colère. Pour donner un exemple concret de la gestion collective du choc, souvenons-nous de la reconstruction morale et matérielle de Londres après le Blitz. Les autorités avaient organisé des distributions de nourriture, des abris collectifs et des campagnes de soutien psychologique. À Pokrovsk, de telles mesures pourraient aider à maintenir la cohésion du front intérieur. Si ces dynamiques sont ignorées, le prix à payer sera immense. Ressources épuisées, population démoralisée, adversaires renforcés. La guerre ne se gagne pas seulement au bout du fusil, mais dans les usines,
dans l'esprit des soldats et des civils, et dans la lucidité du commandement. Pour les sociétés civiles, il existe des moyens concrets de soutenir l'effort de guerre sans être au front. Dons de matériel, organisation de réseaux d'entraide pour les familles de soldats, soutien psychologique, volontariat dans la logistique ou la reconstruction. Ces gestes, répétés à grande échelle, peuvent faire la différence dans la durée. Mais la bataille de Pokrovsk n'est pas qu'une question de logistique et de morale. Elle révèle aussi de nouvelles fractures politiques. Les décisions prises ici pourraient redéfinir l'équilibre de toute la région. Pokrovsk n'est pas simplement une bataille, c'est le miroir de notre époque, tendu devant chaque société engagée dans ce conflit. Ici, l'enjeu dépasse largement la prise d'une ville ou la progression d'un front. Chaque mètre conquis ou perdu dévoile les fissures profondes des systèmes politiques, l'usure invisible du moral collectif et la fragilité des équilibres qui semblaient inébranlables. Dans les ruines de Pokrovsk, la guerre moderne se révèle sous un jour cru. Désormais, la résilience stratégique pèse plus lourd que la force de frappe brute. L'art de durer, de s'adapter, de préserver le moral malgré la fatigue et l'incertitude, devient la nouvelle mesure de la victoire. Pour tirer des leçons pratiques de ce constat, les États doivent investir dans la formation de leaders capables de faire face à la crise, dans des réserves stratégiques de matériel et dans des systèmes de communication robustes et transparents. Chacun de ces leviers peut permettre de mieux encaisser les chocs futurs. Les erreurs accumulées et les ruptures logistiques s'ajoutent à l'épuisement des volontés. Ce sont ces failles, et non les coups d'éclat ponctuels, qui décident du sort de la ville et dessinent l'avenir du front sud. Ignorer ces signaux, c'est risquer de voir se reproduire, ailleurs, les mêmes spirales de chaos. Ce qui s'effondre à Pokrovsk, ce n'est pas seulement une ligne de défense, c'est une vision dépassée de la guerre, celle où la bravoure individuelle suffisait à triompher. Refuser de voir la réalité des conflits contemporains, c'est s'exposer à de nouvelles défaites, qu'elles soient géopolitiques, économiques ou sociales. Pourtant, chaque résistance, chaque revers, porte en germe une leçon salutaire. Au fond, la question n'est plus qui prendra Pokrovsk, mais qui saura apprendre de sa chute. Car seuls ceux qui intégreront ces leçons pourront espérer survivre aux tempêtes à venir. Pour conclure, rappelons que chaque conflit, chaque bataille emblématique, a marqué un tournant non seulement sur le terrain, mais dans la manière dont les sociétés envisagent la guerre et la paix. De la défense de Moscou à la bataille de Grozny, de la chute de Varsovie à celle de Mossoul, les villes deviennent parfois le théâtre où se joue le sort de nations entières. Pokrovsk s'inscrit aujourd'hui dans cette lignée et il appartient à chacun d'en retenir la leçon. Ainsi, la chute ou la résistance de Pokrovsk ne sera pas qu'un épisode de plus dans la longue liste des batailles modernes. Elle sera un miroir, un avertissement et, peut-être, le point de départ d'une réflexion profonde sur la manière de construire la paix dans un monde où chaque ville peut, du jour au lendemain, devenir le centre du monde.